À tous. Merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire qu'on est ravis d'organiser à nouveau avec i4C. Ce dialogue d'experts pour parler de réglementation financière et voir ensemble comment elle peut accélérer la transition bas carbone. Avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, quelques informations sur le format de ce webinaire. Donc, comme souvent pour ceux qui ont déjà suivi nos dialogues d'experts, aujourd'hui, nous vous proposons donc d'accueillir Julie Evin et Michel Cardona. Donc, Julie qui est chef de projet réglementation financière et changement climatique chez i4C. Et puis, Michel Cardona qui est conseiller senior du secteur financier, risque et changement climatique chez i4C également. Et donc, ils vont venir nous présenter le rapport que i4C vient récemment de publier sur ce sujet. Donc, on laissera la parole à Julie et Michel pour nous présenter les obstacles qui ont été identifiés, mais aussi les pistes d'action qui sont recommandées dans ce nouveau rapport. Et puis, dans la deuxième partie du webinaire, on vous proposera d'entendre deux experts, de faire réagir Julie Ancidei, qui est responsable de l'unité finance durable de l'AMF, et puis Caroline Lemot, qui est responsable de l'équipe de recherche ESG, de l'engagement et du vote chez Amundi. Et donc, ils pourront nous apporter leur éclairage, leur vision précieuse, mais aussi leurs questions qui ont pu émerger de leur côté à la lecture de ce rapport. Petit détail également, je pense que tout le monde a l'habitude maintenant de ce format digitalisé, mais je vous demanderai de rester tous bien en mute pour éviter les parasites et que nos intervenants puissent avoir la parole facile. Et bien entendu, n'hésitez pas à réagir dans le chat, à poser vos questions, sachant qu'on essaiera vraiment d'avoir aujourd'hui un format de discussion le plus interactif possible, puisque à l'issue de la présentation et de la réaction de Caroline et Julie, on vous proposera bien entendu un temps de questions-réponses pour pouvoir aussi prendre vos questions. Mais encore une fois, n'hésitez pas à réagir tout au long de l'échange déjà dans le chat. Voilà pour les questions un peu plus pratiques. Donc, Julie et Michel, je vous propose peut-être de pouvoir démarrer la discussion pour nous présenter le dernier rapport d'i4C dont je vous recommande vivement la lecture. Et pour ceux qui n'auraient pas le temps, il y a aussi un executive summary qui est très bien fait si vous n'avez pas le temps de lire dans sa globalité le rapport. Et puis, bien entendu, les pistes que Julie et Michel vont vous présenter aujourd'hui vous donneront déjà largement une image très large et panoramique de ce que vous pourrez trouver dans cette nouvelle publication. Julie et Michel, je vous laisse la parole. Merci Anne-Claire de ces propos introductifs. Nous sommes heureux effectivement de pouvoir vous présenter aujourd'hui le résultat de ce travail que Julie Evin et moi-même avons réalisé l'année dernière et comme Anne-Claire le disait, qui a été publié à la fin du mois de janvier. Et nous allons nous focaliser aujourd'hui dans notre présentation sur les recommandations qui visent plus particulièrement les acteurs des marchés financiers. Et nous allons laisser de côté tout ce qui concerne plus le secteur bancaire. Alors, Julie, si tu peux changer, s'il te plaît. Voilà. Voilà, merci. Donc, le point de départ de ce travail est le fait, maintenant quand même très largement reconnu, que le secteur financier a deux défis à relever en matière de changement climatique. Le premier défi, c'est qu'il doit gérer les risques que génère pour lui le changement climatique. Et d'autre part, le secteur financier doit bien sûr contribuer au financement de la transition bas carbone, puisque c'est son rôle général de financer l'économie. Or, on doit constater aujourd'hui que ces défis restent encore en très grande partie à relever. Du côté de la maîtrise des risques climatiques, des progrès ont été faits par les acteurs financiers, mais cela reste encore un peu embryonnaire. On est encore au début du voyage, si je puis dire.
Et puis du côté du financement de la transition bas carbone, là également, il reste beaucoup à faire et on constate qu'il y a un déficit d'investissement climat très important, que l'on fasse des calculs au niveau de la France, au niveau de l'Europe, au niveau mondial, et ce, en dépit du développement très rapide d'une finance soutenable et d'un investissement responsable avec beaucoup d'initiatives privées. Donc, dans ce contexte-là, la question que nous nous sommes posées, c'est de savoir est-ce que la réglementation financière peut apporter, peut contribuer dans ce domaine. Alors là, les régulateurs, les superviseurs financiers ont pris de nombreuses initiatives depuis quelques années, depuis 2015, mais ça s'est accéléré dans les années plus récentes avec la création du NGFS du côté bancaire, mais on trouve des initiatives équivalentes du côté de l'IOSCO au niveau européen, etc. Donc de nombreuses initiatives ont été prises qui ont privilégié jusqu'à maintenant, je dirais, ce que j'appelle l'approche traditionnelle des superviseurs, c'est-à-dire l'approche par les risques et puis l'approche qui vise à améliorer la transparence des marchés financiers. Alors cette approche qui est tout à fait indispensable pour la stabilité financière, pour le fonctionnement des marchés, ne nous apparaît pas suffisante pour faire face au financement de la transition, donc au deuxième défi. Et donc la question que nous nous sommes efforcés d'explorer dans ce travail, c'est de savoir si la réglementation financière peut apporter, peut contribuer en tant qu'instrument de politique économique pour orienter les financements vers la transition et donc accélérer cette transition vers une économie bas carbone. Et pour ce faire, nous sommes partis de qu'est-ce que ce financement. Voilà, et je repasse la parole à Julie. Merci beaucoup. Oui, donc on ne s'attardera pas dessus comme on fait une présentation un peu rapide aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a vraiment regardé un peu les problématiques de financement de la transition, évidemment en repartant des travaux qui avaient déjà été faits précédemment et en cherchant à comprendre justement où étaient les obstacles qui pouvaient concerner la réglementation financière, auxquels la réglementation financière pouvait justement apporter des leviers intéressants. Et parmi ces différents obstacles au financement de la transition, on en a trouvé 3 qui nous paraissaient particulièrement saillants, importants. Le premier, c'est tout ce qui concerne le fait qu'il y a encore aujourd'hui chez les acteurs financiers un manque de compréhension de ce qu'est la transition bas carbone en général et donc pour les entreprises avec lesquelles ils interagissent, un manque de compréhension de ce qu'est aussi le changement climatique et donc de ces sujets-là. Et c'est particulièrement problématique dans les interactions entre les entreprises et les partenaires financiers. On est évidemment conscient que les choses évoluent plutôt dans le bon sens ces dernières années, mais néanmoins, il y a quand même encore un véritable cap à franchir en matière de compréhension de ces sujets. Deuxième famille d'obstacles, c'est la difficulté à avoir des perspectives de long terme pour les acteurs financiers. Évidemment, ces critiques concernant une forme de court-termisme du secteur financier sont des critiques qui datent de plusieurs années et qui avaient été notamment mises en évidence lors de la crise de 2008. Mais en fait, quand on parle de financement de la transition, on voit bien que quand même vraiment on bute sur cette tragédie des horizons. Et enfin, et là aussi, on pense que la réglementation financière peut apporter des leviers intéressants. Et enfin, troisième famille d'obstacles, c'est pour les projets qui apparaissent comme insuffisamment rentables, soit parce que la rentabilité intervient à des horizons trop longs, soit parce que le niveau de risque ne correspond pas à la rentabilité attendue, soit parce que la rentabilité demeure un peu trop faible justement pour attirer les acteurs financiers. Et là aussi, on pense qu'on peut justement venir créer des outils et notamment des outils d'incitation pour venir attirer les acteurs financiers sur ce type de projet spécifique. Donc voilà un peu sur le fonctionnement de notre réflexion autour de ce rapport. Je vais donc vous présenter le premier levier qu'on avait concernant les acteurs de marché sur cette première famille d'obstacles.
Donc, pour nous, l'un des aspects importants, c'est vraiment venir renforcer les exigences de formation en agissant à deux niveaux, à la fois en créant un socle commun de connaissances généralistes pour l'ensemble des acteurs financiers, et puis en regardant quand même le besoin de formation en fait, très spécifique pour le montage de projets verts et de transition qui en général demandent un mélange de subventions, de dettes et de financement de marché, cette combinaison qui n'est pas simple et qui demande des capacités à la fois pour comprendre en fait le projet en lui-même, le secteur économique, la technologie industrielle et en même temps ses compétences financières pures. Donc il y a un peu ce double système. Et donc notre proposition principale, elle était donc de construire une certification AMF spécifique. Alors l'AMF, et je pense que Julien Sidey pourra vous le présenter plus tard, vient de lancer sa certification finance durable. Et pour nous, c'est un premier pas qui est vraiment très, très important. Et on pense qu'elle devrait justement être rendue obligatoire pour les personnels qui sont concernés, donc pour ceux qui distribuent effectivement des produits ESG. Mais on pense qu'il faut aller justement plus loin en intégrant des volets plus spécifiques sur les problématiques climatiques et pas uniquement se contenter, pas uniquement rester au niveau de l'ESG, pardon, et puis de l'étendre aux autres métiers qui sont pertinents. Ensuite, on propose un deuxième levier donc plutôt sur ce sujet de remettre en fait du long terme dans les perspectives des acteurs financiers, c'est le levier des politiques de rémunération. Il y avait déjà eu des précédents après la crise de 2008 sur l'encadrement de ces politiques de rémunération et on pense que ça peut être un levier vraiment intéressant avec aussi un caractère incitatif, à la fois en venant remettre du long terme en allongeant les durées de mise en réserve des parts variables, mais aussi de regarder selon quelle modalité il pourrait être intéressant d'introduire des critères d'impact climatique, soit positifs, soit négatifs, qui viennent justement moduler cette rémunération variable pour aller au-delà des critères uniquement de performance financière. Michel, je te repasse la parole pour la suite. Merci Julie. Donc le troisième levier sur lequel nous sommes penchés, c'est effectivement pour les moyens d'inciter les acteurs financiers à s'intéresser à des projets qui ne sont pas tout à fait suffisamment rentables par rapport à leurs exigences habituelles. Et en matière d'investisseurs ou d'investissement sur les marchés financiers, l'outil sur lequel nous sommes penchés, c'est la responsabilité fiduciaire avec l'idée qu'il faut intégrer des critères climat dans le devoir fiduciaire, dans la responsabilité fiduciaire. Alors cette responsabilité, on le sait, elle représente l'ensemble des obligations qui s'imposent aux gestionnaires de fonds pour s'assurer qu'ils agissent dans l'intérêt de leurs bénéficiaires. Alors une conception trop étroite de cette responsabilité fiduciaire apparaît souvent comme un obstacle réel à la prise en compte des enjeux climatiques par rapport à l'objectif de rendement financier, notamment à court terme, parce que souvent les investisseurs considèrent que ces enjeux non financiers sont encore en dehors du champ d'application de cette responsabilité fiduciaire. C'est quelque chose qu'on a pu retrouver dans les interviews que nous avons menées avec un certain nombre d'acteurs de marché. Alors, ceci dit, un certain nombre de changements sont en cours pour intégrer les critères ESG. Une réflexion sur le plan conceptuel a été engagée, notamment par des travaux au sein des Principles for Responsible Investment. Les investisseurs ont engagé une réflexion dans le cadre d'un projet Fiduciary Duty in the 21st Century. Et la conclusion de ces travaux est que ne pas intégrer les critères ESG dans la responsabilité fiduciaire est en fait qu'un manquement au devoir fiduciaire. Donc les PRI considèrent que sur le plan conceptuel, le débat est tranché et que simplement maintenant c'est une question de mise en œuvre. Et de fait, on constate dans un certain nombre de pays, notamment en Europe, que l'intégration ESG est en cours. La Commission européenne, avec le plan d'action de 2018, a pris un certain nombre de décisions pour intégrer, pour préciser les obligations des investisseurs et des gestionnaires, pour intégrer les aspects de durabilité dans le processus d'investissement et en plus en informer les investisseurs finaux.
Mais cette approche nous apparaît insuffisante pour deux raisons. D'une part, c'est que l'utilisation du concept ESG est quand même très générale, et notamment pour la dimension environnementale, il n'y a pas nécessairement une définition très précise de ce que l'on attend en termes climatiques. Et donc, ce manque de précision et le fait qu'il peut y avoir des compensations ou des arbitrages avec d'autres dimensions de l'ESG nous paraît être un obstacle à l'efficacité de cette intégration seule des critères ESG. Donc la question, ce n'est pas de remettre en cause l'intégration des critères ESG, c'est de dire que ça n'est pas suffisant, il faut aller au-delà, il faut faire une place aux critères climatiques précisément. Et puis par ailleurs, l'intégration des risques ne nous paraît pas suffisante. Il faut également intégrer les impacts climatiques dans le processus de décision d'investissement, d'impact climatique positif, mais aussi négatif. Voilà. Et c'était d'ailleurs une recommandation qui était faite par les PRI eux-mêmes. Et donc, il nous paraît maintenant important de mettre en œuvre cela. C'est un débat difficile, c'est une piste que nous proposons d'explorer. On en est un peu au début de la réflexion sur l'impact, sur des indicateurs d'impact, etc. Donc il y a un travail important à faire, d'autant plus important que les gérants auront besoin de critères clairs, explicites pour pouvoir s'écarter de leur benchmark et pour pouvoir le cas échéant, justifier des rendements financiers un peu inférieurs, notamment à court terme. Donc voilà ce qu'on peut vous dire sur ce sujet-là. Et puis, pour conclure rapidement la présentation, je reprends nos messages principaux qui sont assez simples finalement. L'approche traditionnelle de la réglementation financière n'est pas suffisante. Nous explorons dans ce travail des options réglementaires pour s'attaquer à certains obstacles au financement de la transition, des obstacles bien identifiés. Et nous pensons qu'aucune des mesures que nous proposons n'est en soi suffisante. C'est seulement une combinaison de ces mesures qui peut être efficace. Nous ne pensons pas non plus que la réglementation financière peut se substituer aux politiques économiques classiques. Celles-ci restent primordiales, les plus importantes. Notre idée, c'est que la réglementation financière peut venir compléter la boîte à outils disponible pour les pouvoirs publics. Il y a des avantages, des inconvénients à ces mesures et ce que nous pensons, c'est que ces options doivent être discutées par toutes les parties prenantes dans un débat public et notre objectif, c'était justement de contribuer à lancer ce débat. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Julie, merci Michel. Je vois que nous avons déjà des questions qui apparaissent dans le chat, mais donc je vous propose qu'on les prenne à l'issue de la discussion avec Caroline et Julie. Caroline, Julie, avant peut-être de rentrer dans le fond sur les questions plus précises, notamment en matière de responsabilité fiduciaire ou encore de formation qui ont été évoquées, je vous souhaiterais vous faire peut-être réagir, puisque à la fois en tant que régulateur, investisseur, voilà, il y a beaucoup de sujets qui sont traités. On voit que le rapport apporte vraiment une thématique d'actualité. Est-ce que, voilà, cette question de se dire, est-ce qu'il faut que la réglementation financière puisse soutenir directement le financement de la transition, ou bien est-ce que le régulateur doit s'en tenir vraiment à son rôle de garant de la stabilité financière et du bon fonctionnement des marchés? Et donc, partant de ces constats-là, vous, quelle est votre première réaction à la lecture de ce rapport? Est-ce qu'il y a des thématiques qui vous ont peut-être interpellé plus que d'autres? Julie, peut-être si tu veux répondre en premier à cette question. Oui, bonjour à tous. Merci pour ce temps d'échange sur ce rapport.
D'abord, je pense qu'effectivement, c'est très utile que le rapport, rappelle que ce déficit de financement, ne se réduit pas. Je crois que j'ai vu un rapport de la Banque européenne d'investissement qui effectivement souligne ce point, notamment dans le contexte de la crise sanitaire. Donc il y a un véritable, défi, aujourd'hui pour l'Europe ou pour d'autres régions dans le monde comme le mentionnait Michel. Et puis, je trouve que la vertu de ce rapport aussi, c'est d'essayer de travailler sur la cohérence d'ensemble des dispositifs réglementaires. Alors peut-être pour compléter la présentation qui a été faite, quand même rappeler que la réglementation financière en 2 ans a beaucoup changé sur ces sujets. Donc le rapport et la présentation de Julie et Michel à l'instant le disaient. Mais il y a un certain nombre de réformes importantes qui ont été, faites dans le cadre du plan d'action de la Commission européenne pour la finance durable. Mais la question, c'est vraiment de voir dans quelle mesure est-ce que ces incitations nouvelles, ces dispositifs, se parlent les unes avec les autres et sont suffisantes par rapport à l'objectif, que l'on a rappelé. Et alors, peut-être aussi pour compléter les slides, il me semble effectivement que la perspective qui a été prise est celle des risques, mais aussi celle de la transparence. Et au niveau de la transparence, et là, l'axe de la Commission européenne, mais il reste à savoir comment est-ce que le marché va se saisir de ces opportunités. Mais la transparence porte à la fois sur les risques, effectivement, environnementaux et sociaux, ou bien les risques financiers qui sont liés à ces transformations, mais aussi sur les opportunités. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives, bien sûr la taxonomie européenne pour les activités jugées comme durables, mais aussi d'autres initiatives comme les indices climat benchmark, l'EU Ecolabel, le standard d'obligation verte, où l'idée là, effectivement, c'est de mettre en avant plutôt les opportunités et donc des produits verts. Mais donc l'ensemble reste incitatif et la question est de savoir s'il faut éventuellement faire évoluer d'autres paramètres du cadre réglementaire. Alors, nous, cet été, on avait déjà fait une liste au Père Noël, comme si effectivement on avait encore de l'énergie. On avait parlé des agences de notation ESG, que le rapport mentionne aussi et qui, à ce stade un petit peu transitoire, où les données notamment sont encore peu robustes, elles jouent un rôle tout à fait structurant et le rapport en parle, notamment pour réallouer les flux de capitaux. Bien sûr, le reporting ESG des entreprises. Et puis, il y a une autre question aussi qui est abordée rapidement dans le rapport, et je crois que Michel y a fait référence, l'idée des standards minimums et de la question effectivement des produits ESG et durables qui sont proposés aux clients. Et puis un dernier point que je mentionnerai effectivement sur l'intérêt de ce rapport aujourd'hui, c'est de se poser la question dans le cadre du plan d'action de la Commission européenne sur les arbitrages éventuels entre effectivement le climat et la durabilité plus généralement. On voit le développement d'obligations sociales, obligations durables liées à des indicateurs de durabilité et le focus climat qui reste, les objectifs climatiques de l'Union européenne qui restent importants. Et donc ça, c'est utile de replacer le plan d'action de la Commission européenne par rapport aux objectifs climatique. Donc voilà quelques réactions à ce stade. Merci Julie pour ces commentaires très riches. Caroline, je vous pose la même question pour démarrer la discussion. Est-ce qu'il y a des thématiques qui du coup vous ont interpellé dans ce rapport? Alors, il faut remettre votre micro, Ah, Caroline. je suis désolée. Ouais. En fait, le sujet qui me semble le plus important, c'est le comment. Et notamment, Julie en a parlé, c'est l'articulation entre les différentes réglementations, mais pas seulement. Aussi l'articulation entre les réglementations et puis les différents cadres juridiques. Je pense notamment au droit des sociétés et des outils à la disposition des acteurs financiers. Pourquoi? Parce que on voit qu'actuellement, il y a une tendance forte autour du vote, des résolutions d'actionnaires, de l'engagement, qui, au-delà de l'investissement, a aussi un effet fort, enfin un impact fort sur les entreprises. Seulement, on voit très bien que suivant les pays dans lesquels on agit, on n'a pas du tout la même latitude pour déposer des résolutions et pour
pour actionner cet outil. Et pour moi, c'est très important qu'il y ait une sorte de méta-analyse des différentes réglementations, lois, enfin, cadres juridiques et outils disponibles pour que ce soit cohérent. Donc, au-delà du fait que les réglementations se parlent et soient cohérentes, c'est bien plus large que ça. Heu et je pense que c'est clé parce que ça va pouvoir, si c'est cohérent, ça va pouvoir libérer des modes d'action. Heu et plus on aura mode d'action, plus on pourra à la fois agir tout en étant pragmatique. Parce que, on a le droit d'être ESG, d'être, durable si on remplit notre première mission. La première mission, c'est de faire de la performance, pour des fonds des caisses de retraite ou des fonds de pension. C'est de verser un rendement ou de verser une pension à des bénéficiaires. Pour les assureurs, enfin, ils ont tous des donc il faut d'abord remplir ça et c'est en remplissant ça qu'on a le droit, enfin qu'on peut agir sur la vie réelle. Donc si on veut pouvoir avoir, cet impact positif sur la transition énergétique, il faut, s'assurer qu'on a vraiment la meilleure des cohérences possibles et qu'on peut avoir accès à tous les outils possibles. Parce que sinon, on va surconstreindre et à la fin, je ne suis pas sûre que notre but d'être positif sur la transition énergétique va vraiment être atteint. Donc ça, pour moi, c'est très important. Il faut vraiment avoir une sorte de méta-analyse et de travailler l'ensemble des canaux en même temps. Il y a un autre élément qui me semble important de comprendre au-delà. Alors, d'une part, je tiens à préciser qu'il est très important de regarder les outils et aussi de rendre les outils les plus disponibles possibles pour ne pas créer des bulles. Parce que, aujourd'hui, il faut bien comprendre que les acteurs financiers, courants, donc pas, des stratégies plus profilées, mais si on regarde l'ensemble global de là où est l'argent, ils ont des contraintes de taille, de choses comme ça. Et donc c'est vrai que ça limite, puisqu'on voit bien que dans la transition énergétique, les projets finaux sont pas toujours d'une grande taille, hein. Donc en fait, et le problème, c'est qu'il y a et ça, je pense que ça a été souligné dans de multiples rapports, heu notamment le rapport, cité, rapport Canfin, Grandjean, où en fait, il y a, un mismatch entre le besoin final et ce que peut faire un acteur financier de par, sa réglementation, certes, mais aussi de par, je dirais sa taille, la façon dont fonctionne. Enfin voilà, et donc il faut, qu'on crée comme outil, des passages, des produits de passage, entre la taille des projets finaux et ce que nous, en tant que financiers, on peut financer. Sinon, tout comme, on veut tous financer, la transition et là, franchement, honnêtement, pour avoir été, il y a je ne pense pas qu'il y ait de sujet par rapport à la volonté de financer, mais le problème, c'est le type de projet qu'on peut financer n'est pas assez large, tout le monde enfin, on va créer des notions de bulles qui seront à terme mauvais pour la transition énergétique. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut toujours bouger l'ensemble des plaques en même temps, sinon on crée des situations qui ne sont pas positives pour notre but final. Donc c'est vraiment important de garder ça. Et l'autre chose aussi, de Merci. toujours s'assurer de se concentrer là où sont les besoins. Ok, merci beaucoup Caroline pour ce panorama introductif également très riche. Je vous propose dans le temps qui nous reste, un petit peu raccourci, on se garde un petit quart d'heure pour les questions, 10 minutes, un quart d'heure, on va dire à la fin pour prendre les questions. Mais en tout cas, là, on va peut-être essayer d'entrer un peu plus dans le vif du sujet, notamment peut-être sur la première thématique de l'évolution de la responsabilité fiduciaire, pardon, qui est vraiment traité dans le rapport, puisque I4C propose de rendre obligatoire la prise en compte des risques climatiques dans les décisions d'investissement, mais aussi d'y intégrer les impacts climatiques. Julie, voilà, du point de vue du régulateur, que penses-tu justement de cette proposition d'élargir la conception de responsabilité fiduciaire?
Je crois que Michel a défini les cadres de la discussion. C'est vrai que c'est un un cadre de dialogue entre les détenteurs d'actifs et leurs gérants, qui est, en place depuis longtemps. Et la façon dont ça a été traité à ce stade dans le plan d'action de la Commission européenne et dans les modifications des textes qui ont été prises, c'est effectivement de reconnaître, la prise en compte des risques, environnementaux et sociaux, pour, les rendements financiers, mais prend en compte la double matérialité, c'est-à-dire effectivement prendre en compte la matérialité financière et dans quelle façon est-ce que l'environnement impacte les rendements financiers, et la matérialité environnementale et sociale qui est dans quelle façon est-ce que les investissements impactent, la société et l'environnement. Mais cette double matérialité n'est traitée à ce stade que d'un point de vue de la transparence, c'est-à-dire qu'effectivement on demande maintenant, notamment des informations sur la façon dont les investissements, traitent par exemple les, incidences négatives, sur l'environnement ou la société. Donc la question, il y a au niveau des entreprises des discussions, dans le cadre de la récente consultation de la Commission européenne sur, la gouvernance durable des sociétés, l'idée d'avoir au niveau européen un devoir de vigilance des entreprises comme on l'a en France. Et la question donc cette évolution de la responsabilité financière, c'est d'abord aux acteurs effectivement et aux investisseurs de voir si on a besoin de faire évoluer cette responsabilité fiduciaire pour effectivement peut-être, clarifier les termes du débat. Et est-ce que c'est une question effectivement de vigilance par rapport à des incidences, négatives, ou bien aussi de prendre plus nettement en compte les impacts des investissements positifs ou négatifs sur leur environnement et la société, et dans quelle mesure est-ce que ça doit changer les termes encore une fois de ce lien entre les clients, et les gérants d'actifs. Merci Julie. Je me tourne vers vous, Caroline, sur un peu la même thématique. Qu'est-ce que vous pensez en tant qu'investisseur de ces propositions, et peut-être aussi de la vision plutôt court-termiste de l'analyse des risques par le marché qui est mise en avant? Alors, le fait qu'on ait ce débat est tout à fait positif parce que je pense qu'il faut un alignement des points de vue de façon à ce que nous, et ça a été très bien dit par Michel et Julie, enfin, en fait, le cadre d'action des gérants soit précisé. Et donc, pour moi, plus on sera transparent et on aura une définition exacte du devoir fiduciaire, plus ce sera confortable pour nous. Ça, c'est clair. Après, la vision court-termiste, il faut bien voir qu'elle est aussi portée par la réglementation, et puis, aussi par nos habitudes enfin, les façons dont on travaille depuis, longtemps, puisque en fait, quand on mesure des risques, on mesure souvent les risques, par le biais de la volatilité. Donc, la volatilité peut être un risque, tous les risques ne sont pas volatilité. Malheureusement, souvent le régulateur, par ses calculs, nous a poussés dans cette direction, aussi parce que, c'est peut-être une façon d'apprécier les risques, assez facile, on va dire. Et puis, c'est une tendance on a été on a on en fait ça depuis longtemps, et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est, vraiment dans la façon dont on pratique, la finance. Mais c'est vrai que cette surreprésentation, de la volatilité, et souvent court terme, dans, l'évaluation des risques, nous rend un peu procycliques au lieu d'être, contre-cycliques. Et donc par rapport à nos besoins, d'être sur le moyen terme pour prendre en compte, les enjeux climatiques, c'est peut-être pas très positif. Donc je pense qu'effectivement, il y a toute une discussion sur comment pourrons-nous mesurer nos risques indépendamment, de la volatilité court terme. Merci. Merci Caroline pour cette vision également du côté d'Amundi. Je vous propose qu'on termine sur un des sujets évoqués dans le rapport, et qui est un sujet aussi qui nous tient à cœur chez Finance for Tomorrow depuis le début, qui est la question de la formation. Effectivement, l'AMF a annoncé la semaine dernière
le lancement d'une certification finance durable qui sera optionnelle et complémentaire à la certification AMF. Et l'objectif, c'est sans doute aussi de pouvoir la rendre obligatoire. Et Finance for Tomorrow a beaucoup contribué à ces travaux avec l'AMF et le Trésor, et on en est ravis. On pense que c'est vraiment un levier d'action aussi important sur ces questions. Du coup, Julie, peut-être, est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement voilà, le contexte du lancement de cette certification durable? Quels sont justement, de votre point de vue du régulateur, les enjeux de formation, et pourquoi est-ce que vous avez souhaité lancer une certification spécifique sur ces questions? Ouais, je pense que le propos de Caroline à l'instant aussi illustre ça, c'est-à-dire qu'on a, on a aussi besoin de comprendre mieux, les risques, les horizons et comment est-ce que ça, joue dans les produits financiers et dans le conseil qui peut être fourni, notamment aux clients. Hem, donc l'objectif à court terme de de ce nouveau dispositif de certification, AMF, d'abord c'est une certification qui à ce stade est volontaire, qui sera, focalisée donc sur la finance durable et qui est destiné d'abord aux populations de conseillers, donc les populations qui sont directement en contact pardon, avec les clients, parce qu'il nous semblait qu'effectivement la marche, à monter pour les réseaux de distribution était vraiment tout à fait, significative et il y a bien, encore une fois, un objectif clair, de la part de la Commission européenne, mais je pense aussi des acteurs financiers et de ce qu'on voit aussi des clients particuliers, de mobiliser l'épargne au profit, encore une fois de cette finance durable et puis du financement de la transition. Donc c'est un dispositif qui va se mettre en place cette année avec les premiers certificats et j'ai juste un problème de batterie qui m'inquiète. Et l'idée, alors en revanche, c'est un socle minimal de connaissances et la façon dont forcément le régulateur fonctionne, c'est aussi un cadre, qui rappelle les nouvelles obligations réglementaires et déontologie, puisqu'il y a des nouveaux changements, que ça soit la prise en compte des préférences ESG des clients, l'utilisation aussi, ces nouvelles informations qui vont être mises à disposition. Ah, Je je pense qu'elle crois a que eu son problème de malheureusement, le batterie, problème de c'est batterie a matérialisé été, le risque. c'est ça, c'est matérialisé. Bon, j'espère que Julie va pouvoir revenir. C'est dommage, effectivement, parce que c'était très utile d'avoir sa vision sur un peu le détail de la certification. Mais peut-être en l'attendant, Caroline, si vous pouvez du coup, vous nous dire en fait du point de vue d'un investisseur concrètement, quel type de formation mettriez-vous? Peut-être même mettez-vous déjà en place en interne? Et est-ce que cela vous paraît suffisant? Alors, l'enjeu de la formation, comme ça a été dit dans le rapport, est clé et capital. Pourquoi? Parce que, je pense qu'il faut absolument que, le degré de connaissance, soit très élevé parmi, les acteurs pour justement éviter, ces bulles et diverses manipulations qui ne feront que nous empêcher d'atteindre au but en temps et en heure. Parce qu'en fait, il faut bien, les problèmes, liés au climat et à la transition sont des problèmes très, pointus, complexes, qui font appel à la science et si le manque de connaissances nous pousse à faire, des évaluations plus ou moins, réelles et donc peut nous pousser à aller chercher des solutions qui ne sont pas des vraies solutions. Donc pour moi, la formation et une formation, qui soit très exigeante en termes basée sur des faits, revenir toujours aux faits pour éviter, parce qu'il y a beaucoup d'opinions, hein, sur l'histoire du climat. Il faut qu'on sorte des opinions. Si on veut vraiment faire cette transition, il faut qu'on revienne sur les faits et pour revenir sur les faits, ça veut dire une formation solide, basée sur la science et pour moi, c'est très important et elle doit se décliner sur l'ensemble de la chaîne. Évidemment, comme, le disait Julie et c'est très important, les gens qui sont liés, enfin qui vont présenter
présenter les produits aux clients finaux doivent avoir une formation qui doit être adaptée à eux. Et ensuite, sur toute la chaîne de valeur, les acteurs doivent être formés, mais avec des formations qui sont adaptées à là où ils sont. C'est-à-dire aller de plus en plus profond sur les choses à mesure qu'ils sont proches de la décision d'investissement. Nous, donc pour témoigner, on a commencé à faire ce type de formation, mais ça s'accélère là en ce moment en 2021 et on a, avec des programmes qui sont différents suivant les types de populations qu'on forme. Mais clairement, c'est quelque chose qui en plus ne doit pas être statique. C'est pas ah bah j'ai fait ma formation, j'ai causé la cage. Non, parce que les connaissances en cette matière évoluent. Ce qu'on pensait vrai il y a 2 ans peuvent être légèrement différents et il faut qu'on soit sûr qu'on suit la science, alors toujours avec un temps un peu de retard, mais vraiment qu'on prenne en compte dans notre formation les dernières recherches scientifiques et ça me paraît intéressant. Donc comme Julie est revenue, je lui passe la parole. Merci Caroline. Et du coup, Julie, oui, je t'en prie, Oui. termine parce qu'on écoutait avec attention du coup la mise en place de la certification AMF. Donc, je t'en prie, termine ton propos. Très rapidement, je suis vraiment confuse. Non, je pense en fait, Caroline, j'arrivais au point qu'a fait Caroline, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un socle minimum de connaissances qui s'adresse aux conseillers. On pourra envisager de développer ce dispositif pour d'autres professions qui sont soumises aujourd'hui au dispositif de certification professionnelle AMF obligatoire. Mais effectivement, c'est ce que Caroline explique, en fonction des besoins et du métier, il faut aller bien au-delà de ce qui sera proposé et certifié dans le cadre de ce qu'au fait l'AMF. Après, je pense que le rapport aussi effectivement pose la question de quelle formation pour les structureurs, hein, pour ces nouveaux instruments financiers. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que nous, on voit quand même aujourd'hui des signaux, que ça soit dans les produits d'investissement qui sont développés, dans les nouvelles sociétés de gestion qui se développent avec un focus sur la transition énergétique et donc et sur la transition bas carbone, avec des compétences qui sont mobilisées, qui sont donc effectivement, comme le dit Caroline, très pointues. Et il me semble aussi des signaux qu'on entend, c'est qu'on commence effectivement à avoir entre les banquiers et les entreprises, notamment, en tout cas les plus grosses, vraiment la prise en compte de ces enjeux environnementaux et sociaux dans le dialogue entre la banque et son client. La question, effectivement, comme le rapport le pose, c'est comment est-ce qu'on peut diffuser plus largement, notamment aussi vis-à-vis des entreprises plus petites. Encore désolée pour ce cafouillage. Pardon, merci Julie. On arrive au terme de cette présentation très riche. On a vraiment couvert bon nombre de sujets. Je vous remercie parce que même moi, j'ai appris grâce à vous aussi des nouvelles choses. Donc, merci aussi beaucoup à Michel et Julie pour cette présentation. Peut-être on laisse quelques secondes, mais n'hésitez pas à commencer à poser vos questions. Je vais peut-être remonter un peu pour voir si on n'en a pas raté parce que Jérôme Coursier nous a fait des commentaires utiles à partager avec tout le monde. Je vois qu'il y avait une question qui est somme toute assez large, mais qui a été posée au tout début et qui peut s'adresser, je pense, à Julie en CDI côté AMF, mais aussi à Julie et Michel côté I4C. C'est est-ce possible de définir la responsabilité fiduciaire? Julie, Oui, tu veux? Question presque philosophique, j'allais dire. Qui veut prendre la ou à réponse? Caroline, c'est quand même ce Oui, c'est vrai. qui définit son métier le matin, je dirais. Non, allez-y, peut-être Michel et Julie aussi. Bah, juste, effectivement, je crois que Caroline est bien placée pour parler de ce sujet. Hein. La responsabilité fiduciaire, ça représente l'ensemble des obligations qui s'imposent aux gestionnaires de fonds, hein, pour s'assurer qu'ils agissent dans l'intérêt des personnes qui leur ont confié ces fonds à gérer et pas dans leur propre intérêt, pour le définir de façon très, très large, avec les premiers devoirs qui sont les devoirs de loyauté, de prudence, etc., dans lesquels
on met maintenant cette obligation d'avoir une performance financière. Juste la traduction de ces obligations est très différente selon les pays. Dans les pays de common law, c'est une construction très largement jurisprudentielle, et ce sont vraiment les tribunaux qui ont défini au fil des arrêts le contenu de ces obligations, etc. Dans les pays de droit romain, on n'a pas du tout cette construction identique, et en Europe, par exemple, sont vraiment des textes réglementaires qui définissent ces obligations, et dans le plan de Julie faisait référence tout à l'heure, dans le plan de la Commission européenne, il y a eu vraiment des dispositions réglementaires qui précisent les obligations de prise en compte de certains éléments dans la décision de la part des investisseurs institutionnels ou des gestionnaires de fonds, ou également en matière de transparence sur ce qu'ils font. Donc on voit qu'on est c'est toujours un peu difficile de parler en termes généraux de ce concept-là, qui a des traductions juridiques très différentes selon les pays. Et c'est vrai que le débat qui a été rappelé en commentaire aux États-Unis, ça va être intéressant de voir ce qui se passe cette année avec la nouvelle administration. Et c'est vrai qu'il y a eu des discussions en fin d'année dernière aux États-Unis sur cette notion de responsabilité fiduciaire. Et donc, dans quelle mesure est-ce que des gérants comme Amundi, d'ailleurs, doivent gérer des définitions différentes en fonction des zones géographiques? Merci, merci là-dessus. Peut-être justement, Caroline, si vous voulez réagir sur cette notion, effectivement, de devoir gérer en tant qu'investisseur des définitions différentes. Alors oui, bah, enfin, suivant les clients, les attentes vont être différentes. Après, enfin, il y a quand même un avantage, dans notre métier, c'est que, on a des contrats qui encadrent, que l'on doit faire. Donc quand c'est des fonds ouverts, ça va être, via les prospectus. Quand c'est des mandats de gestion, il y aura des contrats. Donc c'est important de voir, que, donc nos obligations sont explicitées. Là où on commence à avoir des difficultés, c'est quand notre régulateur nous pousse vers quelque chose qui est en contradiction par rapport à nos contrats locaux. Et c'est là où, pour un acteur basé à Paris, les choses peuvent devenir complexes, parce que si jamais on gère de l'argent justement pour quelqu'un qui est sous la réglementation ERISA, et que parallèlement on est obligé, nous, de prendre en compte, enfin, la définition que nous imposent nos régulateurs. Et si notre régulateur nous imposait cette définition sur l'ensemble de nos actifs, là, on pourrait avoir un problème s'il y a mismatch. C'est pour ça que, Julie le rappelait, la réglementation a pris l'angle de la transparence, et c'est un moyen aussi de gérer ces différentes visions pour des acteurs qui ont des clients partout. Parce que on peut, en toute transparence, dire, ben voilà, on fait ça pour ce type de clients, et pour ce type de clients qui ont une réglementation qui ne permet pas de faire ça, on ne le fait pas. Et sortir, et c'est ça, enfin, il y a toujours des tentations d'être plus acteur, plus voilà, de demander à ce que la réglementation soit prescriptive. Le problème, c'est qu'il y a des idées qui sont très intéressantes intellectuellement, philosophiquement, mais après, les interactions entre les différentes juridictions étant assez complexes, il faut faire bien attention qu'on n'arrive pas à mettre des asset managers comme nous ou d'autres dans des angles qui seraient ingérables. C'est pour ça que la transparence, même si intellectuellement, c'est peut-être pas ce qu'on voudrait, notamment nous qui ne sommes pas dans cette culture, et en tout cas, dans un premier temps, le temps qu'on ait bien compris toutes les interactions, me semble la première marche la plus intéressante. Merci, Caroline. Julie, tu souhaites réagir peut-être à ça?
Non, je pense qu'aussi, dans ce débat sur la responsabilité fiduciaire, il y a effectivement la prise en compte de ce nouveau marché de l'investissement responsable et on voit tous des chiffres assez significatifs de croissance et donc ça fait partie aussi, comme le dit Caroline, du dialogue qui doit s'instaurer avec le client et qu'est-ce que ça veut dire une responsabilité fiduciaire dans le cadre, d'un produit qui se présente comme durable, ou voire, favorable effectivement à la neutralité carbone et à la transition. Merci Julie et j'en profite en fait justement alors on change de thématique mais parce que, Michel évoquait aussi justement, la Commission européenne. Moi j'aurais une question en fait pour vous. Est-ce que enfin plus en l'occurrence plutôt pour toi Julie, mais est-ce que, tu penses que la certification AMF pourrait être un dispositif qui pourrait être repris justement par la Commission européenne en vue d'en faire une certification, européenne? Parce que on l'a sur tout plein de sujets, on l'a eu sur les labels aussi, et c'est important, je pense, de montrer qu'il y a un leadership en France. Et quand on met en place ce type d'outils, ça montre aussi, je trouve, l'expertise et le leadership qui est développé au niveau français. Mais ensuite, il y a toujours la problématique de rester dans un cadre très franco-français et donc peut-être de le penser tout de suite à l'échelle européenne. Et est-ce que ça pourrait pas être aussi une piste pour cette certification? Alors, il y a des dispositifs, similaires dans quelques pays européens, si je dis pas de bêtises, mais pour dire un mot sur les labels, effectivement, moi, je pense que là, ça fait partie des trous un petit peu du plan d'action de la Commission européenne, puisque s'il y a cette EU Ecolabel est là par rapport aux questions soulevées dans le rapport, c'est vraiment la question, c'est de savoir si l'atterrissage final de ce produit EU Ecolabel qui est destiné à une clientèle de particuliers et qui est un produit vert va, permettre de canaliser suffisamment de capitaux. Donc ça, c'est une première question et comme tu le disais aussi au niveau européen, c'est dommage que la Commission européenne n'ait pas, envisagé un label européen qui serait, dans quelque chose autour du label ISR, de Towards Sustainability, parce que c'est là effectivement où les flux de capitaux vont et donc essayer de capitaliser sur une avance européenne, qui pourrait être d'ailleurs attractive, même pour des investisseurs étrangers. En tout cas, du point de vue des superviseurs, pour vous donner le vécu, dans nos discussions avec les homologues, bien sûr, on regarde, la mise en œuvre de SFDR, donc ces nouvelles obligations de transparence, mais aussi, celles qui vont venir très vite de prise en compte des préférences ESG des clients. Donc il y a une vraie question de mise en musique maintenant par les acteurs financiers de ces nouvelles obligations et pour nous de supervision. Donc bien sûr, la certification, pour revenir à ta question Anne-Claire, ou en tout cas les dispositifs de formation, c'est un outil. Il y a déjà une obligation, de professionnelle, hein, que de la part des acteurs financiers, pardon, de veiller à ce que leurs salariés, aient les compétences nécessaires pour, fournir un conseil. Donc mais la certification permettrait d'avoir enfin un dispositif en tout cas, parallèle effectivement, similaire permettrait d'assurer que ce nouveau vocabulaire, cette nouvelle grammaire qui est proposée par la Commission européenne, que ça soit la taxonomie, mais aussi dans les produits, effectivement, qu'est-ce que c'est que les produits avec des caractéristiques environnementales et sociales, avec des objectifs d'investissement durable? Qu'est-ce que c'est que des impacts négatifs? Ce vocabulaire soit de plus en plus diffusé et commun parmi, les conseillers et les acteurs financiers en général. Alors moi, je peux me permettre de rebondir sur ce que vient de dire Julie parce que c'est un élément qui me semble très important. Traduire la réglementation européenne demande du temps, de l'énergie, et je pense que nous, notre enjeu, c'est que l'ensemble de la place, enfin, au sens large, s'empare de ça. Et je pense que en fait, c'est tellement complexe que c'est vrai que les grosses structures ont peut-être l'avantage et donc notre rôle en tant que place, c'est d'accompagner les structures plus petites qui auraient moins les moyens et le temps de faire ça, pour qu'elles aient aussi accès à cette grammaire comme, dit Julie. Et je pense que ça, c'est un enjeu collectif fort que l'on a. Merci Caroline. Le temps que nous avons commence à toucher à sa fin. Est-ce qu'il y a de nouvelles questions? Sinon, je vais vous proposer qu'on conclue. Je ne sais pas, peut-être si Julie et Michel, vous souhaitez éventuellement dire un dernier mot.
Michel, tu es en mute. Oui, Julie, non, je voulais laisser la parole à Julie pour commencer. Je rebondirai après. Oui, non, en tout cas, merci beaucoup pour ce temps d'échange et peut-être en dernier mot revenir un peu sur la conclusion que Michel vous a présentée au sein de ce rapport. C'est vrai que nous, notre idée, c'était vraiment de partir de ces obstacles et puis d'envisager tous les types de leviers qu'on pouvait proposer. Mais en fait, pour nous, c'est vraiment des pistes d'action, là, ce qu'on vous a présenté sur la responsabilité fiduciaire, sur les rémunérations et toutes les autres pistes qu'on propose. C'est vraiment des choses à explorer pour un peu ouvrir la voie. Et c'est pour ça que pour nous, ce temps avec le retour de l'AMF, le retour d'un investisseur comme Amundi, c'est vraiment des choses aussi précieuses pour nous permettre d'affiner notre compréhension et nos propositions. Merci beaucoup, Julie, Michel, et puis Julie, Caroline. Je vous ai repartagé, si besoin, le rapport complet d'i4C dans le chat et également le résumé pour décideurs. Donc, on vous encourage vivement à le lire, mais j'imagine que si vous étiez avec nous aujourd'hui, c'est que le sujet vous intéresse. Donc, merci à tous et puis une très bonne fin de journée. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.